Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins. Hey, you know what? Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par François Connac avec Jehan Richard Dufour à la technique et préparés par Mathilde Unger, Claire Delnat, Géraldine Mosna-Savoie, Geneviève Méric et Adèle Van Rett. Adèle qui recevra Nicolas Bouissy tout à l'heure à 10h50 pour vous parler d'Édouard Levé. Suite et suite ce jeudi, d'une semaine sur Être et Temps, c'est-à-dire dans Être et Temps, puisque nous commentons ensemble toute la semaine le chef-d'œuvre de Heidegger, lequel s'attache à décrire notre condition même. Après Jean-Luc Nancy et Catherine Malabou, avant Maxence Caron qui vous parlera demain de vérité, c'est aujourd'hui Françoise Dastour qui est notre invitée en duplex avec nous de Valence et Philippe Cabestan qui, comme tous les jours, nous aide à comprendre la lettre d'un texte aussi difficile qu'important. Un jour qu'il traversait un fleuve, le Souci vit de la terre glaise. Il en prit en songeant un morceau et se mit à le modeler. Tandis qu'il est tout à la pensée de ce qu'il avait créé, survient Jupiter. Le Souci le prie d'insuffler l'esprit au morceau de glaise ainsi modelé. Jupiter l'accorde volontiers. Mais le Souci, voulant alors attribuer son nom à la statue, Jupiter s'y opposa et réclama qu'elle portât le sien. Tandis que le Souci et Jupiter disputaient pour le nom, la Terre, Tellus, se souleva à son tour et exprima le désir que la statue reçoive son nom. C'est quand même elle qui l'avait dotée d'une part de son corps. Les parties en présence en appelèrent à l'arbitrage de Saturne. Et Saturne rendit la décision suivante, qui leur sembla équitable. « Toi, Jupiter, puisque tu lui as donné l'esprit, c'est l'esprit que tu auras à sa mort. Toi, la Terre, puisque tu lui as donné corps, c'est le corps que tu recevras. » Mais parce que le Souci a tout d'abord modelé cet être, qu'il le possède tant qu'il sera en vie. Quant au nom, puisque c'est pour lui qu'il y a litige, qu'il s'appelle Homo, car il a été fait avec de l'humus, terre. Bonjour Philippe Cabestan. Bonjour Raphaël. Bonjour et rebonjour, on est avec vous pour la 4e fois cette semaine, on est ensemble toute la semaine pour parler de Heidegger. Bonjour Françoise Dastour, vous êtes en duplex avec nous depuis Valence et nous parlons ensemble de Heidegger et plus précisément d'Être et Temps et plus précisément encore du Souci et pour être tout à fait précis du paragraphe 42 d'Être et Temps, intitulé sobrement « Confirmation de l'interprétation existentielle de l'être là comme souci par un témoignage préontologique que l'être là rend de lui-même ». Je ne vous demanderai pas, à l'un comme à l'autre, l'explication ou l'explicitation de ce titre. On va plutôt partir de la parabole du souci, interprétée par Daniel Mesguich, dont la voix nous accompagne toute la semaine. Françoise Dastour, comment comprendre cette création de l'homme, cette façon que le Souci lui-même a de modeler l'homme avec de la terre glaise? Pourquoi Heidegger se sert-il de cette parabole? Quel usage en fait-il? Quel sens une telle parabole a-t-elle dans son système? Oui, ça peut être un peu surprenant de lire une petite fable qui est donc reproduite dans ce grand traité de philosophie. Mais il est important pour Heidegger, lorsqu'il s'agit de cerner l'être de l'homme, de le comprendre, il est important pour lui de ne pas, disons, avoir recours aux sciences déjà instituées, biologie, anthropologie, psychologie, mais de chercher ce qu'il appelle un témoignage, c'est-à-dire une interprétation de l'être de l'homme qui vient de l'homme lui-même. Et quoi de plus commun, quoi de plus simple qu'une fable, hein. Hygin, le poète latin qui raconte cette fable, c'était quelqu'un qui, au 1er siècle avant Jésus-Christ, était lu, toutes ces fables qu'il a réunies dans un recueil étaient lues par l'ensemble des jeunes Romains, hein, et c'est lui qui
transmettait à travers ses fables la parole mythique. De sorte qu'il y a vraiment deux choses à remarquer ici. D'abord, cette utilisation anté-scientifique, au fond, que Heidegger propose, où c'est l'usage qu'il fait d'un témoignage, donc en deçà de la biologie, qu'on pourrait, par exemple, imaginer comme l'une des façons de présenter l'homme. Non, il se sert ici d'une mythologie, ou en tout cas d'un mythe, en tout cas d'une fable. Et puis Françoise d'Astour, l'utilisation, ou plus exactement la signification possible d'une telle parabole, c'est le souci qui fabrique l'homme. L'homme est fils du souci. Oui, l'homme est fils du souci, il est en souci, puisque souci pour Heidegger, c'est finalement le terme qui, comme il le dit très précisément, désigne l'être de l'homme. Hein. C'est le terme qui désigne l'être de l'homme tout court, c'est ça, son nom. Et il s'oppose par là à la définition philosophique traditionnelle qu'on donne de l'homme comme animal rationnel, parce que cette définition a pour lui un défaut fondamental, c'est de considérer l'homme comme un être composé, d'animalité d'une part et de rationalité d'autre part. Qui est en général l'idée qu'on s'en fait d'ailleurs. Bien sûr, la représentation, on dit voilà, on est fait un peu d'instinct, un peu d'intelligence. C'est un lieu commun sur l'homme, de le considérer comme un animal rationnel. Et de le considérer donc comme un composé, de le considérer comme un animal qui a quelque chose de plus. Heidegger veut rompre absolument avec cette définition de l'homme, et en même temps il rompt aussi avec tout un courant philosophique extrêmement important qui est la philosophie de la vie que l'on voit se développer en particulier en Allemagne dans le sillage du romantisme et qui est très très présent encore dans la première moitié du XXe siècle. Et courant auquel d'ailleurs Heidegger a d'abord appartenu, puisqu'il a aussi utilisé, lui, le concept de vie. Mais la grande idée de Heidegger, c'est que l'homme n'est plus un animal. On ne pourrait pas dire pour lui l'animal que je suis, comme le dit Derrida dans un texte qu'il a publié, mais il faudrait plutôt dire de l'homme qu'il est l'animal qu'il n'est plus. Il y a eu rupture, il y a eu écart par rapport précisément à la vie. Et il s'agit de comprendre l'homme comme un existant, c'est-à-dire comme un être qui est foncièrement en relation avec d'autres choses que lui-même, qui n'est plus enfermé, pourrait-on dire, dans une sphère de vie à partir de laquelle il peut, en quelque sorte, développer de manière prédéterminée par l'instinct sa vie, mais il est un être essentiellement de relation. Et c'est ça que veut dire le mot souci d'abord, n'est-ce pas? Je suis en souci de, c'est-à-dire que je suis en rapport avec autre chose que moi-même, avec l'ensemble des choses et l'ensemble des êtres qui m'entourent. Un être en avant de soi, dans l'être déjà dans un monde. Philippe Cabestan. Oui, alors je suis très heureux d'entendre Françoise d'Astour souligner le fait que pour Heidegger, justement, l'homme est un existant. C'est un Dasein, c'est un existant, et c'est pas un vivant, c'est pas du tout un animal. Et donc là, on a vraiment une rupture avec la définition traditionnelle de l'homme comme animal raisonnable ou animal rationnel. Et ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est que ce paragraphe 42, donc, dans lequel se trouve la fable, doit être lié bien évidemment au paragraphe 41, qui est intitulé « L'être du Dasein comme souci », parce qu'il vient donc apporter une contre-épreuve ou un témoignage ou une attestation de la validité du propos heideggerien. Et ce qui me semble poser une difficulté dans ce texte, c'est la signification exacte du mot souci, parce que il y aurait une entente, je dirais, courante du mot souci, qui consisterait à partir de l'expression se faire du souci, par exemple, pour ses enfants, pour son emploi, et la signification proprement, alors on va dire existentielle, c'est-à-dire la signification ontologique du concept. Et le fait que exister soit vécu ou perçu, si j'ose dire, comme un verbe transitif. Voilà, c'est là toute la difficulté, de telle sorte que le souci, c'est aussi, pour Heidegger, un terme technique, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que pour Heidegger, le souci rassemble, désigne cette structure, cette triade, qui est composée donc de trois éléments: l'existentialité ou l'existence, la facticité, et puis, comme on l'avait vu au début, la déchéance, la Verfallenheit. Et donc, ce qu'il faut penser avec le souci, c'est précisément ces trois éléments en tant que structure fondamentale, en tant que structure ontologique, c'est-à-dire structure de l'être même de l'homme en tant que Dasein.
Et je crois qu'ici, la difficulté, c'est donc de mettre un peu à distance le sens premier de souci, qui s'entend donc de manière courante, et puis le sens un peu technique qui conduit à penser l'être de l'homme en rapport avec le temps et en rapport donc avec le projet, avec le passé et le présent. De là, cette tension propre à la question du souci, Philippe Cabestan, Françoise Dastour, être en avant, je l'ai dit tout à l'heure, il faut le dire plus lentement, mais je l'ai dit à dessein d'ailleurs, rapidement, car tous les mots sont reliés par un tiret. L'être en avant de soi, dans l'être déjà dans un monde, Françoise Dastour. Comment comprendre cette double appartenance du souci? Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs d'appartenance ici? Double sens peut-être du souci, parce qu'il faut bien voir que là, bien sûr, on traduit, n'est-ce pas, Heidegger en français. Le mot Sorge est un mot qui a le même double sens que le latin cura, qui veut dire à la fois souci et soin. Et ça, c'est très important, n'est-ce pas? Parce que être en souci, c'est être, on pourrait dire, en avant de soi, parce qu'il faut, en quelque sorte, comme le dira Nietzsche, reprenant une phrase, une sentence de Pindare, il faut devenir ce que l'on est, parce que l'homme n'est pas un être déjà achevé. C'est même le sous-titre d'Ecce Homo, hein, comment Oui, on devient ce que l'on est. Oui. Tout à fait, oui, oui. Nietzsche qui disait d'ailleurs très bien, lui aussi, que l'homme est un animal non encore fixé. Ça va dans le même sens, hein, c'est-à-dire précisément il y a une sorte d'indétermination dans la vie humaine qui suppose qu'il y a à l'origine de cette vie une certaine le sentiment d'un manque, d'une indigence. Le jeune Heidegger prononcera ce mot indigence en lisant Saint-Augustin, et bien sûr il y a aussi derrière disons ce mot souci, il y a toute une source, on pourrait dire théologique, qui est en particulier l'anthropologie augustinienne. Il ne faut pas l'ignorer. Hein. Heidegger a débouché finalement sur cette définition de l'être de l'homme comme souci à partir d'une lecture de Saint Paul et de Saint Augustin. Mais Françoise Dastour, quelle différence faut-il faire? Et y a-t-il véritablement une différence à faire entre partant de cette indétermination constitutive, entre la définition de l'homme, par exemple, chez Rousseau, comme être perfectible, qui, à la différence des animaux, comme nos auditeurs le savent maintenant, qui, à la différence des animaux, l'homme est susceptible de changer ses habitudes, de changer de goût, et s'il est végétarien, de manger de la viande, si sa survie en dépend, alors qu'un animal ne pourrait pas le faire. Quelle différence y a-t-il entre cette conception de l'homme comme perfectible, c'est-à-dire susceptible d'un progrès comme d'une déchéance, mot qui n'est pas à entendre dans son sens heideggerien, mais au sens rousseauiste, c'est-à-dire une catastrophe, c'est-à-dire l'entrée dans l'histoire, entre donc cette définition de l'homme et cette indétermination dont vous parlez, propre au souci, qui qualifie l'essence du Dasein comme existence, comme projet, et la nécessité de repenser la réalité à partir du phénomène du souci. Quelle différence, au fond, entre la perfectibilité et ce que le souci nous dit de l'être là? Il y a certainement une différence. Cette différence, c'est, je dirais, alors là, on pourrait imaginer qu'il y a une autre source très, très curieusement, complètement non aperçue, qui est la définition que Marx donne de l'homme comme l'animal. Il se distingue des animaux, dit Marx. L'homme commence à se distinguer des animaux lorsqu'il produit ses conditions d'existence, lorsqu'il doit se les procurer lui-même. Et il y a cette idée chez Heidegger, n'est-ce pas, que l'homme, précisément, eh bien, il est sommé, finalement, de se donner à lui-même ses conditions d'existence. Donc c'est un peu différent de la perfectibilité, on le voit. C'est l'idée qu'il y a une nécessité pour l'homme de faire, en quelque sorte, de se donner à lui-même sa propre possibilité d'être. Et le mot possibilité est ici important, puisque pour Heidegger, l'être de l'homme, c'est un être possible et pas un être déjà déterminé, déjà fixé. Et alors, est-ce qu'à mi-chemin de la perfectibilité rousseauiste et de la possibilité dont vous parlez, il n'y a pas, par exemple, l'idée même, par exemple, sartrienne, de projet? Philippe Cabestan. Alors, juste avant d'en venir au projet, je voudrais ajouter une petite chose sur la notion de perfectibilité, parce que ça me semble intéressant de souligner le fait que
avec ce concept de perfectibilité, on est vraiment dans une philosophie de l'Aufklärung, dans une pensée des Lumières qui n'est pas celle de Heidegger, me semble-t-il. Et là, il y a vraiment un fossé, parce que l'indétermination qui caractérise le Dasein pour Heidegger, je crois, on ne peut pas la comparer à l'indétermination telle que Rousseau l'envisage dans une perspective qui est marquée du sceau des Lumières. J'ajouterais pour la notion de projet l'importance de la première caractéristique, la première détermination ontologique de l'existant, du Dasein, c'est l'existence. C'est-à-dire, comme vient de le dire Françoise Dastur, un être qui est d'abord des manières possibles d'être. Et donc il faut vraiment insister sur cette notion de possibilité, parce que le Dasein ou l'existant n'est pas un être comme une chose, ce n'est pas un être qui est ce qu'il est, mais c'est avant tout des possibilités, des manières possibles d'être. Et on a vu par exemple au cours des premières émissions le cas de l'authenticité ou de l'inauthenticité, qui sont précisément des manières possibles d'être pour le Dasein. Françoise Dastour. Oui, tout à fait. Je crois que c'est très important de souligner ce point-là, qui est le point peut-être le plus important, qui caractérise là encore la différence, disons, anthropologique, la différence de l'être humain par rapport aux autres êtres. C'est qu'il a cette caractéristique d'être un ensemble de possibilités. Il faut ajouter à cela, bien sûr, que ces possibilités ne sont pas des pures possibilités, qu'elles sont, comme le dit Heidegger, des possibilités jetées, c'est-à-dire qu'il se trouve toujours, évidemment, dans une situation de fait, et ce n'est pas n'importe quelle possibilité qu'il peut développer, mais il a en tout cas à les assumer de manière négative ou positive, en les rejetant ou au contraire, les habitant. Et c'est cela qui caractérise véritablement cet existant qu'est l'être humain. C'est pourquoi il est tout à fait essentiel, me semble-t-il, de prendre en considération l'autre aspect, n'est-ce pas, du souci. J'ai dit qu'on traduisait là, par le mot de souci en français à la fois le mot allemand Sorge et puis le mot latin cura. Or, le mot Sorge et le mot cura ont en commun le fait d'avoir deux sens. C'est à la fois cura et Sorge veulent dire souci, être en souci de quelque chose, aussi prendre soin. Mais ils veulent dire aussi prendre soin d'eux. Et qu'on retrouve en anglais dans le care. Dans le care, absolument, qui traduit très bien, n'est-ce pas, Sorge à cet égard. Et donc ça, c'est important, c'est cette dualité, n'est-ce pas. Je suis à la fois, en tant qu'existant, un être de projet, qui suis toujours au-delà de moi-même, tourné vers l'avenir, mais je ne peux l'être que parce que je suis auprès des choses qui sont là, et aussi parce que j'ai un passé, et que je dois prendre soin justement de ce qui est là, et l'assumer précisément en le reprenant dans mon projet. On comprend à vous entendre, Françoise Dastour, comment la lecture que vous faites de Heidegger, la lecture de ce texte, est une lecture également qui n'est pas une lecture invitant au retrait, certes à l'intérieur du monde, mais une position de retrait dans le monde, mais au contraire la position active de celle qui, lisant ce qu'elle lit, se retrouve d'une certaine manière dans la nécessité de venir en aide à son prochain. Oui, encore une fois, on a accusé Heidegger de ne pas avoir écrit d'éthique, mais on peut voir, oui, que la définition même qu'il donne de l'être de l'homme comme souci implique une dimension éthique qui est consubstantielle finalement à sa dimension ontologique. On va prolonger justement cette question. Je voudrais qu'on entende dans ce dialogue entre vous deux, Philippe Cabestan, Françoise Dastour, la parole de Lévinas lui-même, qui explique en quoi Heidegger est peut-être le père paradoxal de l'existentialisme et comment l'ontologie heideggerienne se prolonge en anthropologie. Lévinas dit-il ici la même chose que vous. Vous allez nous le dire. Écoutez. Dans Sein und Zeit, dans les analyses de l'angoisse, du souci, de l'être à la mort, nous assistons à un exercice souverain de la phénoménologie, extrêmement brillant, extrêmement convaincant, et qui en même temps a été la description de l'être de l'homme, non pas de la nature de l'homme, mais la manière dont l'homme est. C'était la découverte de l'existence, ou plutôt l'explicitation
de l'existence humaine. Et ce qu'on a appelé après l'existentialisme est certainement déterminé par Sein und Zeit. Heidegger n'aimait pas qu'on donne à Sein und Zeit cette signification existentialiste. Il pensait que c'est surtout une marche vers l'ontologie fondamentale, mais en fait, il a fourni une analyse de l'existence qui a déterminé la plupart des analyses que les philosophes appelés existentialistes ont données ensuite. Philippe Cabestan. Il y a une expression que j'aime beaucoup, sur laquelle commence cette citation de Lévinas, un exercice souverain de la phénoménologie. Et là, vraiment, je rejoins totalement cette idée qu'avec Sein und Zeit, on a une œuvre de phénoménologue et un exercice souverain de la phénoménologie. Alors, peut-être que... Un apprentissage d'être au monde. Un apprentissage d'être au monde aussi, tout à fait. Est-ce qu'on peut lire Être étant comme pas un roman, mais un essai d'apprentissage? Comme un roman, peut-être pas, comme un Bildungsroman, peut-être pas non plus, mais certainement comme une manière de découvrir l'existence pour l'existant. Et en revanche, là où je serais peut-être moins d'accord avec Lévinas, c'est sur la filiation qu'il établit entre Heidegger et l'existentialisme. Parce que là, il faut quand même souligner que Heidegger lui-même a contesté cette filiation et que... ça ne prouve rien, Philippe. Bien sûr, ça ne prouve rien, mais c'est quand même... Les textes sont plus vastes que leurs auteurs, non C'est quand même un élément qu'on ne peut pas... qu'il faut quand même indiquer, même si on peut le discuter et le contester. Non, mais pardonnez-moi, je précise juste ça, parce que on passe la semaine justement à ne pas parler du nazisme de Heidegger parce qu'il est postérieur à cela. Est-ce aussi pour valider l'opinion qu'Heidegger porte sur sa propre œuvre? Alors, il y a une auto-interprétation de l'œuvre par l'auteur, ce qui arrive bien souvent en philosophie, l'auteur se retournant sur sa propre œuvre et... souvent, le propos de l'auteur ou l'auto-interprétation de l'auteur par lui-même est discutable, bien sûr. Reste à essayer de cerner ce qui, effectivement, rapproche et sépare. Ce qui rapproche Heidegger de Sartre ou aussi de Lévinas, et puis on pourrait parler d'autres phénoménologues, c'est sans doute un souci de l'être de l'homme, un souci de réfléchir sur cet être tout à fait particulier qui constitue l'homme. Mais néanmoins, il faut reconnaître que Sartre a une perspective qui lui est propre, c'est un auteur, et cette perspective est quand même assez différente de celle de Heidegger, dans la mesure où la question fondamentale pour Heidegger, et c'est la question qui anime tout être étant, c'est d'élaborer, de préparer la question de l'être et sa signification temporale. Alors que ça, ce n'est pas la perspective de Sartre, et certainement pas celle de Sartre, bien sûr, de la critique de raison dialectique. Donc là, on a quand même... Il y a quand même un fossé qui se creuse, même si, bien évidemment, il y a une filiation. Françoise Dastour, est-ce qu'il ne témoigne pas l'un et l'autre d'une volonté, en tout cas je pense au Sartre, de la nausée, voire de l'être et le néant? Est-ce qu'il ne témoigne pas l'un et l'autre de la volonté ou de la possibilité, justement, au fond, pour le dire simplement, de souffrir des douleurs qui nous sont épargnées, sans en passer par le biais des grands sentiments? Je voulais peut-être plutôt revenir sur le rapport Lévinas-Heidegger, mais je pense que... On n'est pas loin de la on n'est pas question loin, que je vous bien sûr, pose, parce que c'est quand même le mot existence, n'est-ce pas, qui les réunit tous les trois. Et je crois que dans existence, il faut mettre l'accent sur le ex, sur le fait que l'être de l'homme ne peut pas être défini de manière traditionnelle comme un être centré sur soi, comme une égoïté, comme un ego. Et ça, c'est très important, je pense, aussi bien pour Sartre, le Sartre du néant, justement, c'est-à-dire de la liberté, en l'occurrence. De la liberté, le penseur de la liberté, le penseur de la possibilité aussi, parce que le mot possibilité a une très grande résonance chez Sartre également. Et puis, il a aussi
il trouve aussi une résonance dans ce penseur de l'extériorité qu'est Lévinas. Parce que même si Lévinas a lu, me semble-t-il, Heidegger de manière parfois excessivement critique, on trouve cette idée fondamentale que l'être de l'homme ne peut être défini que par rapport à la relation qu'il a avec l'autre que soi. Et ça, c'est une idée que l'on trouve chez Heidegger aussi, bien sûr. Est-ce que la question de savoir pourquoi Sartre et Heidegger se sont, chacun à sa manière, réifiés dans un dogme, est une question pertinente à vos yeux, Françoise Dastour? Je pense à Sartre, devenu compagnon de route, et à Heidegger, dont on connaît la trajectoire. Est-ce que c'est une question pertinente, ou est-ce que c'est une question dont que son impertinence rend en un sens caduque, selon vous? Ah non, non, je ne pense pas que c'est une question d'une certaine manière impertinente, parce que je crois qu'on ne peut pas du tout mettre d'un côté les décisions prises par les philosophes et leur philosophie, ces décisions qui sont politiques ou qui sont éthiques. Non, je crois qu'il y a toute une explication à mener avec ce qui a, par exemple, fait que Heidegger a été cette autre déchéance précisément dans les années 30, dans ce mouvement qui s'est appelé national-socialisme. Non, non, je crois que c'est une question, évidemment on ne peut pas en débattre ici parce qu'elle demanderait beaucoup de temps, mais oui, c'est une question tout à fait pertinente. Je crois que si on regarde Être et temps, et la partie publiée de Être et temps, qui ne concerne effectivement que l'être de l'homme, alors que ça n'était pas la question fondamentale posée par Heidegger, qui est une question ontologique. Si on regarde Être et temps, on peut en tirer, me semble-t-il, toute une idée de l'homme qui ne va pas dans le sens, bien sûr, de la position que Heidegger prendra dans les années 30. Parce que c'est une idée tout à fait neuve de l'homme, et c'est là-dessus que je voudrais insister. L'idée que l'homme est un être de relation, l'idée que l'on ne peut pas le définir par avance, l'idée qu'on ne peut pas en particulier l'expliquer en partant de la biologie. C'est tout de même quelque chose d'important, n'est-ce pas? Et l'idée qu'il n'y a aucune espèce de possibilité de définir l'homme à partir de son appartenance à telle ou telle espèce animale. Voilà ce qu'on trouve dans Être et temps, qui évidemment est absolument incompatible avec le national-socialisme. Donc il y a dans Être et temps une éthique implicite dans l'idée que l'homme n'est pas séparable du lien lui-même. Philippe Cabestan, sur ce point. Oui, je crois que là, François Dastour souligne l'essentiel en disant que précisément l'intérêt de Être et temps, l'intérêt de cette analytique du Dasein, c'est de souligner que l'homme n'est pas un être biologique, et donc on est aux antipodes d'un racisme biologique, d'un culte de la race aryenne ou d'une dévalorisation, une dégradation des autres races, précisément parce que l'homme est indéterminé. L'homme est une tâche, l'homme a à être, ce sont des possibilités, alors des possibilités qui ne sont pas non plus totalement indéterminées, bien sûr, et donc là, on est vraiment aux antipodes de l'idéologie nazie. Alors, juste un point quand même. Comment expliquez-vous, l'un et l'autre, que ce texte dont vous tirez l'un et l'autre une lecture, et elle est tout à fait légitime, elle se trouve dans le texte lui-même, sans peine, on la retrouve sans peine, on la repère sans peine, même quand on le connaît mal, comme c'est mon cas. Comment ce texte-là lui-même se donne par sa formulation, par la façon qu'il a de se dire ou de s'écrire, se donne lui-même comme tellement inaccessible. Françoise Dastour, Philippe Cabestan, c'est un texte extraordinairement difficile. Comment un texte qui fait valoir justement la relation se donne lui-même donne le sentiment au fond de faire sécession, ou en tout cas de se séparer de tout ce qui n'aurait pas une prodigieuse ou une vertigineuse technicité philosophique, ou en tout cas qui n'aurait pas travaillé pendant très longtemps pour le comprendre. Françoise Dastour, est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction au fond entre ce que le texte dit et tout simplement la façon dont il le dit? Et quel sens donnez-vous à l'utilisation du langage chez Heidegger, à cette façon qu'il a de mettre ces mots à rallonge, justement, indépendamment du fait que c'est écrit en allemand?
Oui, bien sûr. En allemand, d'ailleurs, c'est plus lisible que dans les traductions que l'on en peut donner en français et même en anglais. Dans la langue mesure qui où on un- est un parfait germaniste. Hein. Oui, non, mais je veux dire, la traduction, évidemment, est une tâche extrêmement difficile lorsqu'il s'agit d'une œuvre neuve. On a des exemples, n'est-ce pas, dans l'art d'œuvres neuves qui utilisent, pensez en musique, pensez dans les arts picturaux, des œuvres qui, d'une certaine manière, bouleversent entièrement les catégories habituelles qui sont celles de l'art pictural ou de l'art musical. Avec Heidegger, on est dans le même cas. On est dans le cas d'une œuvre qui, d'une certaine manière, va trop vite. Heidegger le reconnaîtra d'ailleurs. Va trop vite parce qu'il s'agit, en quelque sorte, comme il le dit, il faudrait élaborer une nouvelle grammaire, il faudrait élaborer non seulement un nouveau vocabulaire, les mots à rallonge dont vous parlez, mais aussi une nouvelle grammaire, parce qu'il faut dire des choses qui n'ont pas été en quelque sorte pensées dans la tradition philosophique, dont Heidegger souligne, à mon avis à juste titre, qu'elle est fort sclérosée à son époque, parce qu'enfin il y a eu l'effondrement de ce grand moment de philosophie que fut l'idéalisme allemand. Et il ne faut pas oublier que ces penseurs, Nietzsche, Bergson, je les mets un peu dans une enfilade, Nietzsche, Bergson, Heidegger ont traversé une ère anti-philosophique qui était l'ère du positivisme du XIXe siècle. Et donc voilà ce qui explique la difficulté du texte de Heidegger. Il va trop vite et il le reconnaîtra d'ailleurs lui-même. Si vous lisez les textes du second Heidegger, vous verrez que la langue est beaucoup plus simple, que ces textes parlent de manière beaucoup plus immédiate, en quelque sorte, non seulement aux philosophes, mais surtout aux non-philosophes. Là, on est face à quelque chose qui est assez monstrueux, un traité de philosophie qui se veut encore philosophique et qui pourtant dit des choses que la philosophie traditionnelle n'est pas parvenue à dire. Et c'est ce qui explique la très grande difficulté, finalement, de lecture de ce texte. Si nous sommes contraints d'introduire des expressions lourdes et qui manquent peut-être de beauté, ce n'est pas en vertu d'une marotte personnelle ou d'un amour particulier pour notre propre terminologie, mais c'est la contrainte des phénomènes eux-mêmes. Si de telles formulations apparaissent souvent, il ne faut pas s'en offusquer. Le beau n'existe pas dans les sciences et encore moins en philosophie. Le beau n'existe pas dans les sciences et encore moins en philosophie. Philippe Cabestan, c'est Heidegger qui le dit. Il est gonflé quand même. Il est gonflé, je ne sais pas si on peut dire il est gonflé. Je dirais qu'effectivement, ça ne se lit certainement pas comme un roman. Ça, c'est entendu. Mais il est important de souligner que ce n'est pas aussi, de la part de Heidegger, comme il dit, une marotte personnelle ou de la coquetterie. Il y a une difficulté du texte, mais pour la relativiser, cette difficulté, je voudrais qu'on la compare à celle d'autres grands livres qui, en leur temps, et qui, même encore de nos jours, sont extrêmement difficiles à lire. Pensons par exemple, pour ma part, moi je pense aux heures que j'ai passées à déchiffrer la critique de la raison pure de Kant. Et je me souviens d'ailleurs d'un professeur qui m'avait dit, quand j'étais en licence, la critique de la raison pure en licence, c'est au moins 3 mois de travail. Minimum. Et eh bien, un livre comme Sein und Zeit, Être et temps, suppose lui aussi un grand investissement. Ça demande du temps, c'est certain. Ça demande de la patience, du temps. Mais en même temps, je voudrais relativiser puisque, de manière accidentelle, je suis en ce moment plongé dans Jacques Lacan. Et lorsqu'on essaye de lire Lacan, alors là, on se rend compte ce qu'est vraiment un texte illisible. Et de ce point de vue-là, Heidegger n'est pas si illisible que ça. Mais il faut accepter de ne pas comprendre, de se lancer dans une lecture aride, difficile, mais je crois qu'elle mérite, en tout cas, véritablement, le livre mérite la peine qu'on se donne à le lire. Françoise Dastour, le temps qu'on met à lire Heidegger, comment le mettons à profit? Comment lit-on Heidegger? De quelle manière? Comment un auditeur, des gens qui nous écoutent, de bonne volonté,
peut-il entrer dans l'œuvre de Heidegger sans y être immédiatement perdu, ou peut-être en y étant perdu mais en trouvant son profit à force de s'y perdre? De quelle manière est-ce qu'une telle lecture peut s'opérer et par là même produire ses vertus et donner à comprendre précisément ce qu'est cette espèce de, je ne sais pas si le mot est adéquat ici, mais de solidarité, ou en tout cas d'éthique de la relation telle que vous insistez dessus? Je ne sais pas si je peux évidemment donner des recettes de lecture. Je crois que ça n'est pas possible, cela. Je crois que entreprendre de lire Heidegger, et encore une fois, il y a plusieurs Heidegger. Lorsque Heidegger dit qu'un texte philosophique n'est pas beau, je crois que ça n'est pas valable pour, par exemple, la conférence qu'il a consacrée dans les années 50 à la chose. Si on lit ce texte, il est d'une très grande beauté. Et il est d'un abord, me semble-t-il, beaucoup plus immédiat que être étant. Donc il y a, chez Heidegger lui-même, il y a vraiment eu des différences de ton. Là, il a écrit un ouvrage académique et il a, d'une certaine manière, dû se plier, si je peux dire, disons, à la forme académique. C'est ce qui explique aussi la lourdeur de ce texte. Mais en même temps, je crois que lire Heidegger suppose, c'est le cas pour tout ouvrage de phénoménologie, que l'on soit capable de mettre en suspens tous les préjugés, toutes les préconceptions que l'on peut avoir à l'égard d'un texte philosophique. Tout ce qu'on croit en savoir, plutôt. Voilà, hein. et c'est pourquoi se laisser aller aux descriptions phénoménologiques, c'est un moyen d'entrer dans le texte, et il y en a des descriptions. Sartre est très, disons, fameux pour ses descriptions extraordinaires dans lesquelles on entre, je crois, très bien. Justement, dans l'être et le néant, il y a des passages d'une technicité absolue et des moments de pur théâtre. Eh bien, chez Heidegger aussi, il y en a. Il y en a, et c'est cela, certainement, sa description de la curiosité, sa description de ce qu'il appelle le Verfallen, la déchéance. Voilà quelque chose dans lequel on peut entrer immédiatement. La manière dont il nous donne à penser le temps, la dimension de l'avenir, voilà quelque chose dans lequel on peut entrer, me semble-t-il, plus facilement. Et c'est ce qui porte le lecteur. Il ne faut pas qu'il se laisse décourager, en quelque sorte, par l'armature académique du texte, mais il faut qu'il sache, par contre, alors, être perméable à ces descriptions phénoménologiques, parce qu'encore une fois, le grand projet de Heidegger, dans ces deux premières sections de Être et temps, c'était de donner la parole à l'existant lui-même. C'était de lui permettre de s'expliquer à lui-même ce qu'est l'existence. Et c'est pourquoi d'ailleurs il insiste sur le côté témoignage et attestation. Il ne s'agit pas d'un traité philosophique sur l'être de l'homme, mais il s'agit de puiser à l'expérience même qui est celle de l'être humain pour comprendre ce qu'il est. Et ça, je crois que par moments, ça transparaît de manière extrêmement nette dans le texte. Alors, je voudrais qu'on entende successivement Françoise Dastour, Philippe Cabestan, de nouveau Emmanuel Lévinas parler d'être étant, en expliquant dans quelle mesure l'explicitation ou l'objet d'être étant, c'est l'explicitation du verbe être, de la signification de l'être, et peut-être y a-t-il là la raison d'être, si j'ose dire, de la difficulté, de la teneur, de la pesanteur ou de l'obscurité, du moins apparente, de ce texte. On ne sait jamais d'ailleurs si c'est sa clarté qui le rend difficile ou son obscurité, ce texte. Et puis ensuite un extrait, une page de Laurent Mauvigné, un livre qui s'appelle Apprendre à finir, qui est paru aux éditions de Minuit il y a à peu près 10 ans, dans lequel une femme raconte comment elle met tout son cœur et toute son énergie à soigner son mari qui tombe en malade, retourne avec elle, façon de voir dans quelle mesure les préoccupations ontologiques débouchent parfois sur tout simplement le souci de l'autre. Écoutez donc d'abord Lévinas, puis Laurent Mauvigné, lu comme toujours par Daniel Mesguich. La philosophie aurait été, même quand elle ne s'en rendait pas compte, une tentative de répondre à la question de la signification de l'être, la signification du verbe être. Et par conséquent, exactement comme Husserl proposait un programme de philosophie.
Heidegger définissait la philosophie d'une manière tout à fait claire par rapport à tous les autres modes de connaissance. C'était une ontologie fondamentale. Alors qu'est-ce que l'ontologie? L'ontologie, ce serait précisément la compréhension du sens du mot être. Ça s'opposerait à toutes les disciplines qui s'interrogent ou qui explorent ce qui est, les étangs, leur nature, leur rapport, en oubliant que, en parlant de ces étangs, nous avons compris déjà le sens du mot « être » que nous n'avons pas explicité. Il n'y a pas de recherche pour expliciter la signification du verbe « être ». Et c'est long mois à la maison où je me levais pour qu'il soit bien, pour qu'il aille mieux, un peu, chaque jour un peu mieux. Où je me levais avec une énergie nouvelle. Et moi, presque riante, surprise de ma force, de me voir tout le jour à courir pour qu'il soit mieux, un tout petit peu plus qu'hier, un tout petit peu plus. Je lavais, je repassais, je voulais que les enfants soient bien habillés tous les jours pour quand ils iraient le voir à leur retour d'école. Et alors, la force que j'avais pour tout faire, le ménage tous les jours, à passer le balai, la serpillière, l'aspirateur, faire les étagères dans le salon, même s'il ne voyait pas tout ça, lui, de sa chambre. Mais moi, il fallait que je fasse tout ça. Et puis, changer les draps de son lit le plus souvent pour qu'il soit frais tout le temps. Et je l'aidais à manger quand la fatigue paralysait sa main. Et je l'aidais à s'asseoir dans son lit, à redresser les coussins pour qu'il soit bien calé pour regarder la télé le soir. Et je revenais après, vers 10-11 heures, pour retirer les coussins et l'installer bien dans son lit pour qu'il soit bien, pour qu'il réussisse à dormir. Et tout le temps que je prenais pour l'aider à se laver, à frictionner son dos avec de l'eau de Cologne sur un gant pour qu'il se sente frais et propre, pour l'aider quand il voulait aller aux toilettes. Il n'y avait plus rien d'autre. C'était comme si, pour la première fois, moi, j'avais des gestes pour parler. Et j'avais cette boulimie qu'on a à vouloir tout donner parce qu'on se dit que ce ne sera jamais assez à côté de ce qu'on a reçu. Un mot, Philippe Cabestan, un mot, autant que vous voulez, sur ce passage, sur ces deux dimensions d'être étant, finalement, cette ontologie fondamentale qui débouche peut-être sur la plus grande sollicitude qu'un humain peut témoigner à son voisin, à son mari, à son semblable, à son prochain, à l'autre. Eh ben, je crois que ça illustre, de l'être à l'autre. Ça illustre parfaitement l'idée de Heidegger qu'au fond, il n'y a pas à séparer éthique et ontologie. Et qu'il n'y a pas à écrire un livre ou un traité d'ontologie et puis après un traité d'éthique. L'un et l'autre s'interpénètrent au sens où précisément on passe d'une réflexion sur le sens du verbe être, sur ce que signifie être, à la question du souci, de la Fürsorge, c'est-à-dire de la sollicitude plus exactement, c'est-à-dire du souci en direction de l'autre, et se pose alors la question de l'attitude vis-à-vis de l'autre, avec cette opposition sur laquelle Françoise Dastur a plusieurs fois écrit, cette opposition entre la sollicitude devançante et puis la sollicitude substitutive, la sollicitude qui libère, et au contraire la sollicitude qui peut-être enferme. Françoise Dastour, justement, sur cette différence entre ces deux sollicitudes. Oui, mais je voudrais revenir sur le beau être parce que ce que l'on trouve chez Heidegger de plus étonnant, c'est que sa réflexion sur le mot être va à l'encontre de toutes les définitions qu'on a pu donner de l'être comme ce qui est en soi, ce qui est indépendant de l'homme. Pour Heidegger, l'être n'est précisément pas indépendant du soin qu'on lui apporte. Et c'est ça qui est tout à fait étonnant. Heidegger va définir l'homme dans la lettre sur l'humanisme comme le berger de l'être. Alors on a beaucoup glosé, on s'est beaucoup moqué de cette définition, parce qu'elle paraît trop prosaïque, trop paysanne, mais elle dit quelque chose d'essentiel, c'est que l'homme est celui qui prend soin de l'être. L'être, il n'est pas tout seul. Pour qu'il y ait être, il faut qu'il y ait cette collaboration de l'homme. Et c'est pourquoi ça débouche effectivement sur cette idée du souci qui a finalement il y a deux branches au souci, n'est-ce pas? Il y a un souci qui est souci des choses, c'est ce que Heidegger appelle, ce que nous appelons dans la traduction la
préoccupation, on se préoccupe des choses et on doit s'en préoccuper parce qu'on est effectivement un animal dépourvu, si je peux dire, d'armes naturelles. Il faut travailler pour subsister. C'est le côté, je dirais, presque marxien de Heidegger. Et je rappelle à cet égard d'ailleurs que c'est un Heideggerien, un élève de Heidegger qui a publié les manuscrits de 44 de Marx en 1932. Donc Heidegger les connaissait. Il connaissait ce Marx humaniste. Et puis l'autre côté du souci, c'est effectivement le fait de prendre soin de l'autre semblable à moi, de l'autre Dasein, de l'autre existant. Et c'est là où, effectivement, Heidegger, même s'il ne consacre pas des pages entières à ce rapport à l'autre, dit des choses, à mon sens, essentielles, si essentielles d'ailleurs qu'elles ont été reprises par des thérapeutes, puisque non seulement Binswanger, en tant que psychiatre, s'est efforcé d'appliquer l'analyse de l'existence heideggerienne à sa pratique médicale, mais on a aussi un autre thérapeute, Medarbas, qui lui se veut plus fidèle encore, si je peux dire, à la pensée heideggerienne, qui a vu dans cette définition de la sollicitude devançante, la définition même de ce que doit être le thérapeute, celui qui ne prend pas la place du malade, n'essaye pas en quelque sorte de régler ses problèmes à sa place, mais lui donne la possibilité, par l'aide qu'il lui apporte, de les prendre en charge lui-même. Mais ce qui est la véritable assistance, n'est-ce pas? La véritable assistance, c'est ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas faire les choses à la place de l'autre, mais c'est lui donner la possibilité de les faire par lui-même. Mais très rapidement, l'un et l'autre, s'agit-il, très concrètement d'ailleurs, dans une expérience que quelqu'un peut faire de la vie, tout simplement, s'agit-il de pallier le souci comme préoccupation, d'objecter au souci comme simple préoccupation de soi ou intranquillité propre à l'individu, de le compenser par le souci de l'autre, ou bien est-ce que le souci de l'autre est dicté par le souci de soi, je mets le mot ici ou l'expression entre guillemets, dicté par le fait d'être au monde? Est-ce qu'au fond, les deux s'opposent ou est-ce que les deux s'engendrent? Philippe Cabestan et Françoise Dastour, rapidement, puisqu'on arrive déjà au terme de cette... Très rapidement, je crois qu'ici, il y a un danger, c'est toujours de reprendre l'opposition de l'égoïsme et de l'altruisme. C'était le sens de ma question. Voilà. Ça, ce serait une manière de dégrader le texte de Heidegger, qui a une plus grande ambition que de penser l'opposition de l'égoïsme et de l'altruisme. L'idée, c'est que le souci est d'emblée toujours souci de soi et de l'autre. Et donc, il n'y a pas à opposer l'un et l'autre, comme s'il fallait choisir, comme si l'âne de Buridan devait choisir entre l'avoine et l'eau. Moi et non moi. Voilà, c'est ça. Françoise Dastour. Oui, Heidegger écrit explicitement dans ce paragraphe consacré au souci qu'il n'y a pas de souci de soi. Il s'inscrit en quelque sorte contre cette idée qu'il y aurait un souci qui serait souci de soi. Il y a souci de l'existence, mais l'existence, elle est toujours déjà exposé au rapport aux choses et au rapport aux autres semblables à moi. Et donc, je ne peux pas me soucier seulement de moi. Ça n'est pas possible. Et ça, c'est important, je crois, de le souligner. C'est pourquoi, effectivement... On ne peut pas faire sécession, en fait. Ah non, absolument pas. Absolument pas. Il n'y a pas de possibilité, si ce n'est une possibilité alors complètement inauthentique, de renfermement sur soi, qui serait à l'origine, effectivement, d'un égoïsme. Pour Heidegger, ça n'est pas possible du fait même que l'homme est un être exposé. C'est ça l'idée, n'est-ce pas? C'est pour ça que je soulignais finalement une parenté plus grande qu'on ne l'imagine entre ce penseur de l'extériorité que veut être Lévinas et puis Heidegger, parce qu'ils disent quand même, tout en semblant se situer à des antipodes, des choses importantes, n'est-ce pas? C'est des choses, je dirais, qui convergent. C'est que je ne suis pas d'abord là. Je suis d'abord et essentiellement et seulement la relation que j'ai avec l'autre que moi. Et ça, c'est une leçon que l'on peut aussi lire quand on sait lire chez Heidegger. Alors,
vous savez lire chez Heidegger. Françoise Dastour, c'est peu de le dire, et cette émission est aussi, qui arrive à son terme, est aussi pour moi l'occasion, de vous remercier d'y avoir participé, et d'inviter nos auditeurs à se plonger dans vos propres travaux. Françoise Dastour, qui exprime justement à la fois ce souci de connaissance des textes et ce souci de l'autre. Je les renvoie à notre site internet pour toutes les références qui conviennent. Et nous terminons cette émission par une autre façon d'être là. Vous allez comprendre, c'est Ingrid Caven. Et pendant ce temps-là, moi je fais la 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 la. Le temps passera, tout ça s'effacera, l'histoire coulera, on ne sera plus là. Dans ce temps-là, moi je regarde toutes ces choses-là, j'écoute tous ces trucs-là, et je fais la 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 la, on chantera la 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 la, on dansera la 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 la, je ne serai plus là. Et voilà, et nous, on est encore là. C'est le journal des nouveaux chemins tout de suite. Adèle Van Rett. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. Je rêve d'une écriture blanche, mais elle n'existe pas. Cette phrase est celle de l'artiste Édouard Levé, qui fut d'abord peintre avant de brûler la quasi-totalité de ses toiles et de devenir photographe. Il s'est donné la mort en 2007, 10 jours après avoir déposé chez son éditeur un manuscrit dont le titre tenait en un seul mot, suicide. De cette œuvre étrange, dédoublée, calmement dérangeante, ressort une même question, lancinante. Comment dire les choses? Comment nommer sans restreindre? Comment jouer et déjouer les codes du langage sans les recréer? Esthétique du stéréotype, essai sur Édouard Levé, c'est le titre du livre dont nous parlons aujourd'hui. Bonjour Nicolas Bouissy. Bonjour. Vous êtes écrivain et vous êtes l'auteur de cet essai sur Édouard Levé qui est paru au PUF et que vous avez intitulé donc Esthétique du stéréotype, puisque vous insistez à travers le regard que vous portez sur l'œuvre d'Édouard Levé, sur cette façon qu'avait cet artiste de créer en jouant et en essayant de déjouer avec les normes, de déjouer les normes et les stéréotypes. En quoi est-ce que cette problématique-là, cette approche-là de la création est particulière à Édouard Levé? Est-ce que c'est pas finalement le propre de tout artiste et de tout travail de création que d'essayer de mettre en question et de déjouer des normes sans en recréer de nouvelles? Nicolas Bouissy. Si, sans doute, mais ce qui était intéressant avec Édouard Levé, c'est que c'est une question qu'il a essayé vraiment de prendre très au sérieux, et aussi que, à la différence, on va dire, de beaucoup d'artistes peut-être, au lieu d'essayer de lutter contre les stéréotypes, qui est une posture un peu vaine, ce qu'il a essayé de faire plutôt, c'est de les observer le plus près possible et de les simplifier, de les schématiser, la plupart du temps en les décontextualisant, surtout dans deux de ses œuvres, une qui s'appelle Reconstitution, où il a pris des photos d'actualité, où il a pris un sport comme le rugby, et il a demandé à des personnes de rejouer des scènes stéréotypiques en les décontextualisant pour voir ce qui reste. Donc ce qui reste, c'est finalement quelque chose de relativement hermétique, d'opaque. Donc ce qui laisse entendre que derrière le stéréotype, il peut y avoir autre chose. Oui, on dit souvent derrière de ces photos et de ces œuvres qu'elles ont un aspect figé, voire mou, puisque justement cela tient sans doute à une espèce de déconstruction et de simplification au maximum d'un stéréotype pour l'exhiber en tant que tel. Et une fois qu'il apparaît comme stéréotype, alors émerge une autre forme de signification. Oui, voilà, c'est-à-dire que ce qui se passe en fait, c'est qu'il part en quelque sorte d'un sens qui serait subi, qui serait celui de l'actualité, parce que donc l'autre œuvre c'était Journal, donc et là par contre un livre qui a été publié chez POL
et où il a repris des articles de journaux, même chose en les décontextualisant, c'est-à-dire en enlevant toutes les références à l'actualité. Et ce qui s'est passé, c'est que l'événement, subitement, laissait place à quelque chose dont on ne sait pas quel est le sens. Et donc dans les 2 œuvres en question, c'est ça. On part d'un sens qui serait subi pour laisser au lecteur ou bien au regardeur la possibilité d'un sens qui serait choisi. Et je pense que finalement, toute son œuvre se pose cette question. Comment être sûr que la vie qu'on a n'a pas un sens qui serait pas celui qu'on veut lui donner. Et ce problème-là passe par toute une analyse, une réflexion sur le langage, et notamment sur les noms communs et les noms propres. Vous citez dans votre livre des analyses. Alors vous citez beaucoup d'auteurs, notamment la réflexion que Deleuze et Guattari ont fait sur le nom propre, et vous montrez comment le nom propre en réalité contraint à une identification, puisqu'il contraint à un passé, à tout un héritage que l'on porte malgré soi. Et on peut opposer le nom propre à la signature, qui, elle, au contraire, est un acte de création qui ouvre vers le futur et vers un avenir. Nicolas Bouissy. Ce que disaient en gros Guattari et Deleuze, c'est que le nom propre, il est antérieur à ce qu'on est, et en même temps, du coup, il impose par sa plus ou moins grande lourdeur familiale, une histoire avec ces étapes stéréotypées, dont on va parler par exemple du complexe d'Oedipe, et au contraire à cette notion donc de nom propre, qui finalement n'est pas si propre, puisque ça implique une désappropriation de soi-même d'emblée, la notion de signature qui, elle, viendrait à la fin. C'est-à-dire que finalement, on est à partir de là libre d'un certain nombre d'incohérences, et cette incohérence va trouver finalement sa cohérence à la fin par la signature à la mort. Et là, ça s'applique de manière idéale au travail de l'artiste qui signe son travail. Et donc, c'est comme si le travail même de l'artiste est une façon de s'approprier et de créer sa propre vie indépendamment de son passé qu'il n'a pas choisi, de ce qu'il précède. Voilà, ou de transformer son nom propre en signature. Et comment est-ce que cette réflexion-là et ce thème-là s'inscrit dans le travail même d'Édouard Levé ? Par une réflexion assez aussi complexe, qui trouve aussi, qu'on trouve à la fois dans son autoportrait et dans une série de photos, une première série qui s'appelle Angoisse, où il avait pris un nom commun, a priori, et il avait trouvé un village en France qui s'appelle Angoisse, donc le nom commun devenait nom propre, et au contraire, il allait aux États-Unis, où il allait photographier un certain nombre de communes qui ont des noms propres, qui sont des noms d'autres villes. C'est-à-dire qu'il est aux États-Unis, il allait photographier Paris, aux États-Unis, Versailles, Rio, etc. Donc là, le nom propre devenait commun. Quelle est la différence entre les deux dans ce cas-là? La différence... Puisque vous précisez dans votre livre qu'entre le nom propre et le nom commun, il y a une différence à la fois... D'un côté, on a une dimension qui est qualitative et de l'autre quantitative, et vous dites qu'Édouard Levé fait glisser le sens quantitatif au sens qualitatif. Oui. Il le fait glisser, surtout justement dans son autoportrait, en s'intéressant à ce qui serait un autre commun, qui est le commun de la vie quotidienne. Et donc il essaye de se définir par ce qu'il peut y avoir a priori de plus insignifiant. Et c'est ce que Perec appelait l'infraordinaire. Et pourtant, je crois qu'il refusait l'héritage de... il n'aimait pas qu'on le compare à Georges Perec. Il n'aimait pas, mais après, il y a forcément des influences. Merci beaucoup Nicolas Bouissy. Donc le titre de votre livre, c'est Esthétique du stéréotype, essai sur Édouard Levé, et le livre est publié par les éditions PUF. Merci d'être venu en parler aujourd'hui. Et on va finir cette émission avec un éloge des hasards dans la vie sexuelle. Et voilà, on a beaucoup fait l'éloge du hasard, de l'imprévisible, du contingent, comme pour mieux se rassurer quant à l'impossibilité de maîtriser totalement notre vie, mais on oublie trop souvent que le hasard détermine toutes nos rencontres, également dans notre vie sexuelle. C'est ce que nous rappelle la philosophe Monique David-Ménard dans un livre qui sort aujourd'hui même aux éditions Hermann et qui s'intitule donc Éloge des hasards dans la vie sexuelle. C'est une approche originale de la contingence dans la vie sexuelle que nous propose l'auteur, qui montre que la psychanalyse a instauré un dispositif nous permettant de comprendre en quoi cette contingence, dont nous pouvons parfois faire les frais, était en réalité positive. Mais plus encore que la psychanalyse, c'est une philosophie de l'événement qu'engendre cette prise en compte du hasard dans la sexualité, l'événement d'une rencontre qui, plus qu'une autre, va nous bouleverser en créant du désir pour une personne qui semble détenir un pouvoir,
le pouvoir de nous faire exister en nous faisant jouir, écrit l'auteur, selon des mécanismes complexes et souvent immaîtrisables. Alors de la métaphysique du contingent de Deleuze à la pratique contingente de la pensée chez Foucault, Monique David Ménard nous propose des variations philosophiques pour mieux penser les hasards de la vie sexuelle et en faire leur éloge. Voilà, le livre s'appelle donc, je le rappelle une dernière fois, Éloge des hasards dans la vie sexuelle. Et c'est un livre qui est très très intéressant et dont l'auteur est Monique David Ménard, publié par les éditions Hermann. Voilà, c'est noté. Merci à tous. Souci, sollicitude, Heidegger, Édouard Levé, Éloge des hasards dans la vie sexuelle, c'est la façon que nous avons trouvé de dire les choses aujourd'hui, de jouir et d'exister. Vous pouvez retrouver cette émission, comme toutes les autres, sur Internet, à la page des Nouveaux Chemins, où vous attendent le téléchargement, l'écoute en ligne et une bibliographie très complète où vous trouverez toutes les références des travaux de nos invités et également tout ce qu'il est nécessaire, peut-être, de lire pour entrer dans l'œuvre de Heidegger, c'est-à-dire assumer notre difficile appartenance au monde. Suite et fin, demain déjà de cette semaine sur Heidegger, c'est de vérité que nous parlerons, que nous partirons demain. J'ignore d'ailleurs d'où me vient la tentation de tenir cette semaine les verbes parler et partir pour des synonymes. Vérité donc demain en compagnie toujours de Philippe Cabestan et de l'ami Maxence Caron. 10h59 sur France Culture, dans un instant Culture Monde, Florian Delorme.